Comment dire? Donc, pour sortir de la hiérarchie des genres et afin d'étudier les adaptations en tant qu'œuvre à part entière, Linda Etchen proposait de changer de métaphore heuristique. Elle reprenait celle de la biologie évolutive selon Richard Dawkins. Et donc, les histoires seraient comme des gènes, des éléments qui s'adaptent et qui se dupliquent selon les changements qui évoluent selon leur environnement, leur contexte de production. Du coup, pour elle, le succès d'une œuvre ne serait pas lié à sa fidélité par rapport au média initial, mais plutôt à 3 critères: persistence, abundance and diversity. Je suis désolée pour mon accent minable. Donc, autrement dit, la fiction est un virus dont le but est de se reproduire afin de toucher émotionnellement ou intellectuellement un maximum de public. De cette manière, il est beaucoup plus compréhensible que autant d'écrivains au XIXe, en plein mouvement de sacralisation de l'auteur et d'autonomisation du champ littéraire, ce soit un génie à s'auto-adapter. C'est le cas de George Sand, Alexandre Dumas, Émile Zola et autres. Au XXe siècle, au XXIe siècle, les auteurs n'ont plus besoin d'auto-adapter leur œuvre pour qu'elle se propage. Les systèmes économiques le font à leur place. Dans le cas des mangaka, auteurs de bande dessinée, le système économique, l'écosystème qu'on appelle au Japon le média mix, prend en charge la création et la diffusion des adaptations afin de maximiser la présence médiatique, l'abondance donc, sur divers supports, la diversité, afin d'exploiter la fiction le plus longtemps possible, d'où une persistance. Dans le cadre de ce colloque, nous nous proposons d'étudier le cas particulier de Dragon Ball, manga paru de manière sérielle dans le magazine Shonen Jump pendant près de 10 ans, qui a donné lieu à des adaptations en séries télévisées, là, c'en est 5, en film, beaucoup de films, en jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo, et je ne vous détaillerai pas le reste. En tout cas, Dragon Ball s'est parfaitement adapté à l'écosystème des médias japonais et mondiaux. La fiction, tel un virus, s'est donc développée sur tous les supports et perdure depuis plus de 30 ans. La nouvelle saison a commencé l'année dernière, en juillet 2015. Plus encore, cette fiction s'est transformée selon les médias en créant des variantes différentes, voire divergentes, qui à leur tour prolifèrent et créent d'autres adaptations. On peut critiquer l'aspect industriel de cet ensemble de fiction, mais l'impact culturel sur les arts graphiques et la culture populaire est indéniable. D'autre part, même s'il y a un dispositif d'exploitation industrielle, cela n'empêche pas les divers agents d'exprimer leur créativité individuelle et d'avoir une estime pour le travail des autres artistes œuvrant dans une constellation de médias. Nous nous interrogerons plus précisément sur les processus d'adaptation au cœur du média mix. Pour des contraintes de temps, je m'intéresserai uniquement à cette branche-là, c'est-à-dire l'adaptation du manga en série animée, puis en animé comics. Après avoir précisé le contexte de production et leur impact sur les œuvres sources et œuvres cibles, nous montrerons que le processus d'adaptation met en relief les spécificités des supports médiatiques au niveau du récit et de la mise en image. Enfin, nous nous interrogerons sur les multiples réceptions possibles de ces œuvres, qu'elles soient programmées ou non par l'écosystème du média mix. Alors évidemment, qu'est-ce que le média mix dont je vous parle depuis tout à l'heure? Le média mix est un terme employé par les Japonais pour désigner l'écosystème des médias qui permet l'optimisation et la visibilité d'une fiction. Autrement dit, ce serait tout ça. Décliner une même fiction sur différents supports. Précisément, ce sont des supports de diffusion très différents. Par exemple, la bande dessinée est à la fois en presse, en livre, le dessin animé est en télévision, au cinéma, en vidéo domestique, etc. Donc c'est vraiment un secteur c'est quelque chose de multisectoriel. Donc on pourrait rapprocher cette chose de ce qui est à la mode actuellement, c'est-à-dire le transmédia. Le transmédia, selon Henry Jenkins, c'est ça. Donc, comme vous le voyez, d'après cette définition, ce que Jenkins montre, c'est que tous les éléments tendent vers la cohérence d'un seul et unique univers, ce qui donnerait une représentation de ce genre. Il théorise ceci à partir des franchises comme Matrix. Donc toutes les fictions correspondent à des événements ayant eu lieu dans un même univers diégétique. Pour comprendre ce monde fictif, il faudrait alors parcourir toutes les fictions sur tous les supports. Dans le cas du média mix, le système est un peu différent. En effet, ce système qui s'est développé depuis les années 60 multiplie les adaptations qui ne renvoient pas à un même univers cohérent, mais à des univers parallèles divergents. Comme le rappelle Mark Steinberg dans de nombreux articles, qui suit donc les théories de Eiji Otsuka, le média mix est une pratique de divergence des médias plus que de convergence. C'est particulièrement le cas dans Ghost in the Shell, où vous avez une bande dessinée dans laquelle le personnage principal, Kusanagi, fusionne avec un virus. Ça se produit également dans le premier film, mais ça ne se produit pas dans les séries télévisées ni à la suite. Donc c'est vraiment un événement majeur qui change l'univers, même si tout est quasiment identique. Ce genre de divergence se voit dans quasiment tous les médias mix.
Évidemment, lorsque le support initial est le manga, comme c'est le cas dans Naruto, Dragon Ball et bien d'autres licences de la Shueisha, il y a peu de divergences. Lorsqu'on passe du manga à l'anime, au film, aux jouets, aux jeux vidéo. Par contre, lorsque vous partez d'abord d'un jeu vidéo, les divergences sont bien plus nombreuses. Dans le cas de Pokémon, c'était d'abord un jeu vidéo, ensuite ça devient un anime, un manga, des jouets, un parc d'attractions, etc. Et quand vous avez quelque chose comme Chronique de la guerre de Lodos, c'est encore pire, puisqu'on part d'un jeu de rôle papier, ensuite on passe à des romans, des animés en VHS, des mangas, des jeux vidéo, et là encore on a une multiplicité d'univers parallèles, divergents. Tout cet univers, tout cet écosystème du Médiamix repose sur une certaine chronologie des médias. Dans le cas de mon exemple, dans le cas de Dragon Ball, il s'agit d'optimiser la rentabilité de la licence pour chacun des ayants droit. C'est-à-dire pour la télévision, pour le studio d'animation, pour l'éditeur papier. Donc lorsqu'une série est un manga populaire dans un magazine, elle bénéficie ensuite d'une édition en recueil, puis d'une adaptation en série à la télévision, en film, etc., etc. Il y a toujours un décalage entre la parution en manga et la diffusion de l'animé, ainsi que le produit dérivé en jeu vidéo. Tout ceci est une raison bien simple, c'est que tous les dessins animés servent en réalité à faire émerger un nouveau lectorat pour le magazine où est publiée la fiction initiale. Les séries étant diffusées gratuitement à la télévision, elles servent de publicité pour tous les autres supports, qui eux sont payants et qui permettent de financer cette version animée. Cette fonction promotionnelle s'explique de cette façon. Donc, comme vous le voyez, on rabat en réalité le téléspectateur pour qu'il devienne un consommateur payant du manga. Cette fonction promotionnelle explique donc pourquoi les scénaristes ont une obligation de relative fidélité par rapport à la version papier. Néanmoins, pour conserver cette chronologie, les scénaristes sont obligés de retarder l'avancée de l'animé et de remplir les épisodes par des expansions du récit, qu'ils nomment les fillers. En effet, chaque épisode dure 25 minutes, ce qui est bien trop long pour une adaptation fidèle du récit issu du manga. Les scénaristes sont donc obligés de créer des séquences inédites et les metteurs en scène doivent innover pour que ces ajouts soient à la fois fidèles à l'esprit du manga et intéressants pour le spectateur pour qu'il ne s'ennuie pas. Et enfin, évidemment, tout ceci vise à toucher un nouveau public pour le convertir en lectorat. Bien sûr, la Toei et le diffuseur auraient pu faire une série beaucoup plus courte, avec des épisodes d'une dizaine de minutes. Mais ceci va à l'encontre des pratiques de l'époque, avec des grilles de programmation prévoyant des créneaux de 25 minutes hebdomadaires. Du coup, Dragon Ball a été diffusé pendant près de 10 ans, tous les mercredis à 19h sur Fuji TV. Ce qui permet à l'animé de faire une sorte de rituel pour toute la famille. Et cette ritualisation participe à la création du récit. Et le fait que ce soit 25 minutes, ça permet d'insérer une coupure publicitaire, alors qu'un format beaucoup plus court rend cette interruption moins efficace. Donc par la suite, pour transformer la version animée en animé comics, les graphistes reprennent les matériaux produits par le dessin animé, c'est-à-dire les celluloïdes, ils les redécoupent et en font une sorte de bande dessinée. Et évidemment, lorsqu'ils redécoupent, ils redécoupent aussi les fillers, ce qui fait qu'il y a des épisodes qui ont été créés uniquement dans la série télévisée, qui sont ensuite retransformés en bande dessinée. Donc ce sont des inédits. Pour créer toute cette chronologie particulière, on a des contraintes matérielles fortes. Dans le cas de Dragon Ball, il y a un mangaka qui doit créer un chapitre par semaine, c'est-à-dire environ une vingtaine de pages. Il est aidé par un éditeur, en rouge c'est celui qui travaille sur la séquence dont je vais parler, et d'un assistant qui vient uniquement ancrer les planches et parfois dessiner le décor. Une fois que le brouillon a été fait, une sorte de pré-croquis, il doit être validé par l'éditeur et ensuite ancré. Donc tout ceci prend une semaine. Dans le chapitre 317, paru le 1er avril 1991, le héros, Son Goku, se transforme en un puissant guerrier. 17 planches. Il se transforme suite à la mort de son meilleur ami, Krillin. Il devient un super saiyajin avec des cheveux noirs qui deviennent blancs. À votre avis, pourquoi? C'est facile à ancrer. Exactement. Parce que, au bout d'un moment, l'assistant était toujours en retard, il avait beaucoup de mal à ancrer les cheveux de Son Goku, et là, coup de génie, on gagne du temps. Alors évidemment, ça ne marche pas bien lorsqu'on passe à la version animée, parce que là, il est blond. Et cette version apparaît 2 mois plus tard. Si je vous ai parlé de cette version animée, c'est aussi parce que pour chaque dessin animé,
on a une transformation qui prend du temps. Et on a 4 équipes qui tournent. Donc chaque épisode est créé par une équipe différente. Épisode 95, réalisé par Shigeyasu Yamauchi, tandis que l'épisode 96 est réalisé par un autre. Ce qui fait que lorsque les dessins sont modèles, ils sont modèles par rapport à un réalisateur. Ce qui fait qu'un épisode sur 4, vous avez des dessins qui sont différents, parce que ce ne sont pas les mêmes équipes. Ceci ne pose aucun problème lorsque vous le regardez à la télévision, parce que c'est une semaine plus tard. Vous avez déjà oublié à quoi il ressemblait. Vaguement, il a les cheveux jaunes. Lorsqu'on passe à l'anime comics, donc là, on a toute la séquence du Super Saiyan en 4 volumes. Mais là, vous avez par contre toutes les différences esthétiques qui se retrouvent dans les pages. Et là, vous les voyez, elles sont un peu éclatantes. Pour faire plus vite, pour transformer la BD en animé, la plupart des réalisateurs font une chose très simple, c'est qu'ils reprennent quasiment planche par planche, case après case, les mêmes éléments. Donc, en haut, c'est la version américaine, parce que c'est dans le centre de lecture japonais que je n'ai pas réussi à trouver la version française, bon bref. Et donc là, c'est l'image que vous avez à l'écran. Image, case suivante, c'est exactement la même chose, à peu de choses près. Voilà, etc. Donc ça, c'est se servir de la planche de bande dessinée comme storyboard pour le dessin animé. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça reste trop court. Du coup, que faire? Que faire? Eh bien, c'est simple, on va créer des choses qui sont totalement spécifiques, les fameux fillers. Oui, alors ce chapitre est vraiment important puisque, bon, non seulement il se transforme en super guerrier, mais surtout, c'est un chapitre où il n'y a quasiment pas de parole. Donc vous imaginez bien que pour le pauvre scénariste, c'est un gros problème. Donc ils vont devoir créer des dialogues pour tenir les 25 minutes. Et ces dialogues, eh bien, ça crée une expansion narrative et ça permet de créer quelque chose qui est totalement différent dans la série télé par rapport au manga initial. Donc comment ça se passe? Eh bien, c'est là que je vous parle du comment. Les premières expansions sont liées à ce qu'on pourrait appeler la médiagénie, c'est-à-dire que vous avez ce que Philippe Marion appelle un média hétérochrone ou homochrone. Dans le cas de la bande dessinée, le temps de lecture n'est pas inclus, enfin n'est pas, comment dirais-je? Je vais reprendre le temps de réception n'est pas programmé par le support. Tandis que dans la série télévisée, c'est un support homochrone qui incorpore le temps de réception dans l'énonciation de ses messages. Cette différence de gestion du temps explique pourquoi les médias homochrones tendent à étoffer les séquences narratives des romans qu'ils adaptent ou des bandes dessinées qu'ils adaptent. Donc là où le manga de Toriyama établit des ellipses au niveau de la gouttière, les scénaristes sont obligés de combler tous les blancs. Les réalisateurs se servent des croquis comme storyboard et surtout ils injectent d'autres éléments. Donc là c'est un exemple type, planche 4. En fait, depuis la planche 1 jusqu'à la planche 4, vous n'avez qu'une seule information, Goku est vivant. Alors vous imaginez bien que pour le scénariste, c'est problématique. Il va passer 3 minutes avec cette information, Goku est vivant. Et ensuite, il va passer à autre chose. De même, ce que fait beaucoup Toriyama, c'est ce que Scott McCloud appelle des passages des enchaînements de point de vue à point de vue. C'est-à-dire que là, vous avez cette case, celle-ci, celle-ci et celle-ci, sont 3 cases qui, avec différents cadrages, montrent le même événement. Krillin est mort. Le problème, c'est qu'il va falloir en faire quelque chose. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Au niveau de la bande dessinée, ça marche très bien parce que ça dramatise cet événement dramatique, c'est tragique. Au niveau du manga, du dessin animé, il faudra passer à autre chose. De même, lorsque l'on voit la case suivante, donc il s'énerve et là il se transforme. Dans la planche de BD, c'est quasiment instantané. En tout cas, c'est sur la même planche. Quand on transforme ça en dessin animé, on va ajouter des choses. Donc, par exemple, on va passer beaucoup de temps à vous montrer le décor, avec l'eau qui est déchaînée, des éclairs qui brisent le décor, la terre qui vibre, parce que oui, il est en train de s'énerver, il s'énerve beaucoup. Beaucoup. Et tout ceci dure 2 minutes, ce qui est assez long. Mis à part ces éléments qui servent donc d'expansion aux gouttières, et là, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on reprend une grammaire cinématographique, c'est-à-dire que le décor sert à refléter les émotions intérieures. C'est le drame le plus complet, il est déchiré, comme l'éclair. Et donc, on rajoute d'autres choses. Parmi ces autres choses, c'est ce que Richard Saint-Gelais appelle des interpolations transfictionnelles, c'est-à-dire des récits qui viennent s'insérer au milieu du récit principal. Ça marche très bien, ce qui fait qu'après les 3 minutes où Goku est vivant,
on passe à une autre planète. Ça se passe sur la planète Kaio. Et là, nous avons des spectateurs qui suivent, comme nous, spectateurs, ce qui se passe sur la planète Namek, où il y a Goku et ses amis. Et non seulement ils suivent comme nous, spectateurs, mais en plus, sur cette même planète, on a les adversaires, qui sont les adversaires morts, qui étaient avec l'adversaire Freezer. Donc on a une sorte de mise en abîme de notre situation, ou en tout cas une redite de l'intrigue principale. Et ça va aussi avec d'autres personnages qui étaient des personnages qui apparaissaient dans d'autres fillers. Donc ce filler est inséré dans d'autres fillers, et donc ça crée une expansion de cet univers qui est à peu près cohérent du coup. Et donc cet épisode, comme la plupart des épisodes de Dragon Ball, correspond à 55% au récit initial avec des expansions, et surtout à 45% de fillers. À la fin de l'épisode, on a notamment donc, cette partie-là, où on retrouve des personnages qui apparaissaient dans d'autres épisodes, qui n'apparaissent pas du tout dans les planches de manga. Et je suis en retard. Donc, rapidement, pour faire ces fillers, rien de plus simple. Il suffit de parodier, ou pasticher plutôt, le créateur du manga. Dans le cas de Dragon Ball, Toriyama s'inspire du Kung Fu Comedy, qui a été initié par Jackie Chan. Globalement, vous avez plein de choses dont je ne vous parlais pas, mais en tout cas, ça crée des topos qui sont réutilisés par les scénaristes pour faire les épisodes fillers, les éléments fillers. Dans le cas du tournoi de l'autre monde, en fait, on inverse. Au lieu d'avoir l'entraînement avec un vieux maître et des choses bizarres, l'entraînement, c'est le prix du tournoi. Niveau de l'animé comics, on passe à des restrictions. Là aussi, rien de plus simple, on prend la bande dessinée initiale, et comme le dessin animé était proche, on refait quasiment la même chose. Quasiment. Vraiment. Quasiment. Mais ça c'est ce qu'on appelle un panoramique cell, c'est-à-dire c'est un celluloïde beaucoup plus grand, ce qui permet au niveau de la caméra de commencer par là et de remonter, ce qui fait un effet de travelling ou de ce que vous voulez. Ce qui n'existe pas dans la planche, puisque dans la planche c'est juste une pleine page. Mais en tout cas, on voit bien que les panoramiques cell servent de pleine page. Donc il y a une contrainte qui est vraiment liée au support lui-même. Par la suite, en tout cas, ils essayent d'être au plus fidèles. Donc là, c'est l'animé comics d'un côté, le manga de l'autre. C'est vraiment le plus fidèle possible. Le problème quand vous passez à l'animé comics, c'est que c'est toujours les mêmes planches, entre guillemets. C'est toujours le même cadre, un format A4. Alors que dans la bande dessinée, notamment chez Toriyama, vous avez une déstructuration de la page, avec notamment les onomatopées qui viennent briser, qui viennent se mettre au-dessus. Alors que lorsque vous avez seulement les mêmes rectangles, ça passe moins bien. Donc ils essayent de faire des petites coupures, mais ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Le plus drôle, c'est au niveau des mouvements. Donc comme vous le voyez ici, ils ajoutent des petites lignes, comme dans la BD franco-belge, comme le disait Scott McCloud. Donc ces lignes de mouvement montrent la trajectoire. Vous avez aussi les onomatopées en haut, le bong, alors que dans la bande dessinée de Toriyama, vous aviez des lignes de mouvement qui effacent totalement le décor pour qu'on puisse se concentrer sur le geste du personnage. C'est d'autant plus flagrant ici. Donc là, c'est une scène capitale où Cell se fait découper par sa propre attaque. Donc dans le manga, vous avez les lignes de mouvement qui mettent bien en valeur l'élément dramatique, avec les onomatopées. Tandis que là, on a repris les dessins animés, et c'était pas un celluloïde fixe, c'était une scène. Du coup, ils ont dû couper sur les bords, ils ont agrandi et ça se voit. Et là encore, vous avez un décor qui bouge. Au niveau de la réception, eh bien, on va faire beaucoup plus court. Vous avez le public de manga qui est habituel, le public d'animé, donc c'est les deux publics qui sont vraiment programmés par le Media Mix, et vous avez le reste. Donc, rapidement, pour la tension narrative, ça marche parfaitement dans les deux cas. C'est-à-dire que si vous suivez uniquement l'animé, vous ne connaissez pas le manga, donc il y a une tension narrative qui est liée au suspense. Si vous êtes le lecteur du manga, vous connaissez déjà l'histoire, mais vous avez un plaisir dans la variation. Vous avez une tension narrative qui est liée à la curiosité. Et donc cette curiosité fonctionne parce que cette curiosité vous permet de croire que l'univers décrit est beaucoup plus grand que celui qui est décrit dans le manga. Et au niveau de la diffusion, de la chronologie des médias, tout fonctionne. Les produits dérivés venant faire une sorte de remémoration de la fiction qui s'est déjà produite. Dans le cas des créatifs, ça pose aussi un problème. C'est-à-dire que normalement le manga c'est l'histoire initiale, là où il y a la tension. Sauf que pour les besoins de l'épisode, on a dû créer le père de Son Goku. Et comme il n'avait pas le temps de créer le père de Son Goku, on lui a fait exactement la même tête. Ce qui fait que pour justifier ça, eh bien ils se sont dit Goku est un extraterrestre, j'ai pas le temps, on va dire que comme ce sont des extraterrestres, ils ont tous la même tête.
Ce qui fait que le père de Goku, le fils, son deuxième fils, ses autres fils, tout le monde aura la même tête. Et ça marche. Donc vous voyez bien que c'est une pirouette scénaristique, mais c'est lié à l'animation. De même, au niveau de l'évolution du style de Toriyama, il l'a dit dans différentes interviews, il explique qu'il a changé son style pour s'adapter au style de l'animé qui était beaucoup plus anguleux. Au niveau de l'étranger, eh bien en France, ce qui est simple, c'est qu'on a vu... Bon bref. Et à l'époque, ils ont fait une bande dessinée, donc comme vous voyez, c'est toujours les mêmes cases, avec des tailles un peu différentes. Ils ont mis les légendes, enfin, les paroles à côté, parce que bon, il n'y avait pas la place, c'était vraiment des captures d'écran. Et ça se revend sur eBay, c'est là que j'ai trouvé les images, ça se revend bien. Le problème, c'est que ça ne plaisait pas vraiment aux fans. Parce que les fans, ils ont bien compris qu'on pouvait avoir la suite de l'histoire, au lieu d'attendre. Donc ils ont fait quoi? Eh bien, c'est simple, ils ont acheté les volumes en japonais, directement dans les librairies japonaises à Paris. Ils ont également emprunté les cassettes vidéo, ils les ont dupliquées, il y a eu tout un marché pirate. Et selon certaines sources, il y a eu 40 000 exemplaires de Dragon Ball en japonais vendus en France à cette époque, avant la traduction française. Donc du coup, la chronologie des médias en Occident, elle est un peu différente, puisque l'animé, c'est le premier, et le manga, c'est là où on a la variation. On a une inversion. Et comme ça marchait très très bien, enfin, ce qui ne marchait pas, c'est qu'en France ou aux États-Unis, on a l'habitude de la couleur. Donc les Américains ont trouvé que l'adaptation était moins bonne. Donc rapidement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont colorisé, ce qui permet de faire une nouvelle série. Ensuite, ils ont fait une nouvelle série en SD, destinée à un public plus jeune. Et du coup, maintenant, la chronologie de médias, ce serait ça. Tout ceci pour vous dire que la réception soit programmée par le Mediamix ou pas, elle fonctionne toujours à un moment ou à un autre. Et que pour la réactiver, à chaque fois, les différents éléments du Mediamix, on crée une nouvelle série, une nouvelle version. Ce qui fait qu'on est peut-être en train de changer de paradigme. Avant, on était dans une temporalité longue, dans la culture du livre, où la reconnaissance venait a posteriori. Et on avait l'histoire avec cet auteur romantique incompris. Maintenant, nous sommes dans une temporalité beaucoup plus courte. La reconnaissance doit être immédiate. Et au lieu de reconnaître le talent d'un auteur, maintenant on reconnaît la figure d'un personnage qui est décliné à volonté et qui est réactivé pour que l'ensemble du Mediamix soit réactivé. Voilà.